Nous avons justement une rencontre de ceux de l'Île-de-France mercredi prochain. On se rencontre 2 fois par an. Madame, et vous rencontrez avec qui? Les anciens de Dien Bien Phu de la région Île-de-France. L'association nationale a été dissoute après le 50e anniversaire, mais dans les provinces, il y a des associations régionales qui se sont créées, et moi j'appartiens à la section Île-de-France, Paris-Île-de-France. Tôi đã xem một cái bức ảnh mà bà đã được đón tiếp như là một người anh hùng, người ta có chú thích ở đấy là khi bà trở về nước Pháp. L'ange de Dien Bien Phu, c'est un surnom que m'ont donné les Américains, mais les Français ne m'avaient jamais appelé l'ange de Dien Bien Phu. Ils me considèrent comme une héroïne, moi je considère que j'ai fait que mon devoir. J'étais infirmière, donc j'ai tout fait pour soulager la souffrance des blessés, parce que dans les abris chauds, pas confortables, malodorants, leur sort n'était pas enviable. Vậy thì bà có thể kể là tại sao vì ngày trước bà lại đến Điện Biên, đến Việt Nam không? Eh bien, c'est parce que j'étais convoyeuse de l'armée de l'air. J'étais entrée dans l'armée de l'air le 15 janvier 1953, et les convoyeuses de l'air, c'était ces filles qui étaient infirmières diplômées d'État et qui avaient passé un concours avec l'armée de l'air. Au début, les convoyeuses de l'air, c'était les IPSA de la Croix-Rouge. En 1945, le ministère des prisonniers les avait sollicité le ministère, la Croix-Rouge, pour avoir des infirmières à bord des avions. Elles n'étaient pas toutes diplômées d'État à ce moment-là, elles avaient le diplôme Croix-Rouge, et quand elles ont eu fini le rapatriement des prisonniers et des déportés d'Allemagne, c'est le ministère des colonies qui les a embauchées pour rapatrier les familles qui avaient été coupées de la France pendant 5 ans et assurer la relève. Et après, en 1946, la guerre d'Indochine a commencé, et leur chef d'équipe s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer à demander à ces filles un travail bénévole, parce qu'elles avaient une indemnité quand elles allaient dans les territoires d'outre-mer ramener les familles, mais elles n'avaient pas de salaire. Donc c'est en 1946 qu'on a institué le concours que moi j'ai passé en novembre 1952. Đến Việt Nam thì là do bà tình nguyện hay là do phân công? Eh bien, je voulais partir au Vietnam, mais ma mère était âgée, elle perdait la vue et je ne pouvais pas m'engager pour 2 ans. Et j'ai rencontré une amie qui venait de quitter les convoyeuses de l'air pour se marier. C'était une cause de rupture de contrat. Et elle m'a dit, j'avais le même problème, mon père était veuf, je ne voulais pas le quitter pendant 2 ans, donc j'ai choisi les convoyeuses parce que nous étions basés en France, et de France nous partions faire toutes les lignes de l'Afrique francophone. Également, nous étions détachés à Alger pour les transports des familles sur les lignes sahariennes, et la principale mission, c'était quand même au Vietnam, où là nous faisions réellement notre mission d'infirmière. Quand nous transportions les familles, c'était presque un rôle d'hôtesse, tandis qu'à Indochine, c'était vraiment un rôle d'infirmière. Et nous faisions les évacuations sanitaires des postes vers Hanoï ou des postes vers Saigon. Ensuite, c'était des avions civils, la TAI, qui avaient des IPSA, enfin donc des Croix-Rouges, à bord, qui rapatriaient les blessés déjà stabilisés vers la France. Mais en 1953, notre mission principale était Nassam, et en 1954, ça a été Dien Bien Phu. Mais au début, vous voulez partir et vous n'avez pas pu partir à ce moment-là, mais vous êtes allé plus tard avec l'armée de l'air? Non, ça ne s'est pas passé en 2 temps. Quand j'ai décidé de partir au Vietnam, je me suis renseignée pour savoir quelles étaient les possibilités d'aller au Vietnam sans y passer 2 ans, oui, à cause des problèmes de vue de ma mère. Et à ce moment-là, quand je me suis renseignée, on m'a dit il va y avoir un concours. J'ai vite préparé le concours et que j'ai réussi. Voilà. J'ai passé le concours en novembre et j'ai intégré le 15 janvier 1953. Et je suis arrivée au Vietnam pour la première fois
les premiers jours de mai, du mois de mai. Je vous dis, à ce moment-là, c'était l'époque où il y avait le camp retranché de Nassam. Nhưng mà tại sao lúc đó bà lại muốn đến Việt Nam đến thế? Ah, ben, j'étais très attirée par l'Indochine. Dans les cours de géographie, les deux pays que j'avais très envie de connaître, c'était le Maroc et le Vietnam. Le Maroc, j'y suis allée en voyage avec un groupe d'étudiants, mais l'Indochine, c'était très différent puisqu'il y avait la guerre. C'est-à-dire, bon, je suis d'une famille de militaires et je connaissais des jeunes qui étaient partis au Vietnam et j'avais des nouvelles par eux et j'ai décidé de passer ce concours et heureusement je l'ai réussi, ce qui m'a permis d'aller 3 mois en 53. Alors en 54, à cause de Dien Bien Phu, les séjours étaient de 6 mois et puis j'y suis retournée en 55. La guerre était terminée, mais il y avait encore dans le sud où nous n'allions plus dans le nord, sauf pour au moment des évacuations des catholiques vers le sud. Et ensuite, dans le sud, il y avait encore des gens qui sautaient sur des mines, il y avait encore beaucoup de blessés par mine. Et puis le 15 juillet 55, j'avais renouvelé mon contrat entre-temps. Mon deuxième contrat étant terminé, je ne l'ai pas renouvelé parce que j'avais été invitée par un médecin américain à faire un stage à New York dans un centre de rééducation. Parmi les blessés graves, il y avait beaucoup de paraplégiques complètement paralysés, il y avait beaucoup d'amputés. Et dans ce centre de rééducation, j'ai appris le travail d'une infirmière rééducatrice. Et ensuite, j'ai travaillé au centre de rééducation des invalides. Ở trên chiến trường Điện Biên Phủ à? Bà có phải nhảy dù xuống Điện Biên Phủ không? Et est-ce que à l'époque vous travaillez directement sur Điện Biên Phủ? On y allait à tour de rôle, mais c'était notre mission principale. J'y allais 2 ou 3 fois par semaine. Il y avait d'autres missions sur Xa Quang, Luang Prabang, la plaine des Jars, également Lai Chau ou Dawson. Et de Saigon, nous allions vers Phnom Penh ou vers Seno ou vers Vientiane. Mais je vous dis, Dien Bien Phu, mais jusqu'au 13 mars, jusqu'à l'attaque du 13 mars, ces évacuations n'offraient aucun danger. Il y avait quand même beaucoup de blessés ou de malades à évacuer, parce qu'à partir du mois de janvier, il y avait à peu près 10 000 hommes sur place. Et tous les jours, il y avait des sorties de bataillons pour éviter l'étranglement du camp, qui malheureusement n'a pas pu être évité, puisque les troupes vietminhes étaient 10 fois plus importantes que les troupes françaises. Et là, donc, le danger a commencé à venir pour les blessés, pour les évacuations, à partir du 13 mars. Mais il y avait aussi des malades, parce que le climat est dur. Alors, il y avait puis c'était des Européens ou des Africains qui n'étaient pas habitués à ce climat. Il y avait aussi des malades atteints de typhus ou de dysenterie ou de paludisme que nous évacuions. Et 2 fois par jour, un avion sanitaire venait avec une convoyeuse le matin et à l'après-midi pour évacuer les blessés et les malades. Trong 56 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ thì bà làm việc ở đâu? Alors, la bataille a vraiment commencé le 13 mars. Et le 13 mars, je n'étais pas à Hanoï. Le général Navarre avait ouvert un 3e front en Annam, c'était l'opération Atlante. Et nous étions détachés pour 15 jours à tour de rôle pour évacuer les blessés de cette région, c'était la région de Quy Nhon. Et nous les ramenions sur Nha Trang et puis de Nha Trang sur Saigon. Et au bout des 15 jours, je suis arrivé à Hanoï. Entre-temps, il y avait eu l'attaque du 13 mars. Le 13, vers 17h, il y a eu un bombardement non seulement sur la position centrale, qui était non pas une cuvette mais une plaine, mais également sur un piton qui s'appelait Béatrice, qui était tenu par la Légion. Et l'artillerie a été tellement violente qu'à 4h du matin, le commandant et son adjoint ont été tués dans leur abri, et les abris ont été complètement explosés. Et tour de rôle, c'est un nom d'une plaine, d'une colline? Pardon. Oui, il y avait des collines tenues par les Français. Et au-delà, c'était la jungle.
Donc les combats pour prendre les collines ne se faisaient pas de bas en haut, mais, de haut en bas, mais de bas en haut. C'est seulement après, quand les canons qui venaient de Chine ont réussi à monter en altitude, à creuser des tranchées pour venir en position directement sur Dien Bien Phu, que là, évidemment, l'artillerie a tiré de haut en bas et ils voyaient Dien Bien Phu et ils étaient protégés par des branchages de façon à les camoufler. Et dès qu'ils avaient tiré, ils étaient ramenés en arrière dans les tranchées, ce qui fait que les pilotes de chasse, le temps qu'on leur donne l'endroit d'où étaient partis les tirs d'artillerie, plus rien n'était visible, ils étaient rentrés à l'abri dans les tranchées, dans les abris. Il y a juste ce que je voulais demander, c'est, je ne comprends pas le mot tour de rôle. Vous avez dit il y a 15 jours, vous travaillez à tour de rôle, et tour de rôle, ça se trouve où? On avait un chef d'équipe, et le soir, le chef des opérations téléphonait à notre chef d'équipe pour lui dire demain, il y aura 1 ou 2 ou 3 avions qui iront sur Dien Bien Phu. Ça, c'est à partir de 13 mars où il y avait de nombreux blessés à évacuer. Et c'est elle qui nous désignait, c'est-à-dire que ce n'était pas la même qui y allait 2 fois de suite. C'était une, puis une autre, puis encore une autre. Et quand toutes avaient fait leur mission sur Dien Bien Phu, ensuite on recommençait. Vous comprenez ce que ça veut dire, à tour de rôle? Oui, c'est à vous changer de voilà, tour. tous les jours, toutes les évacuations étaient faites par quelqu'un de nouveau. Mais le lieu exact que vous avez travaillé sur Dien Bien Phu, vous avez le... Alors là, je vais vous décrire, si vous voulez, l'antenne. Donc moi, je vous dis, je suis revenue à Hanoï le 19 mars. L'attaque avait eu lieu le 13. Et le 13, l'attaque avait été très brutale. Et il y avait eu des avions qui n'avaient même pas eu le temps de décoller du terrain. Et il y a eu 4 avions qui ont été cloués sur place. Les autres ont pu repartir. Et les avions de chasse, les avions de l'aéronaval. Et il y avait également 2 avions, 2 Dakota sanitaires avec 2 convoyeuses qui, elles, ont pu évacuer un certain nombre de blessés. C'était les 2 qui avaient été désignés ce jour-là. Et puisque l'attaque a eu lieu vers 17h, le matin, il n'y avait pas eu d'urgence, donc celle du matin était restée, et elles étaient 2 au moment où elles ont évacué les premiers blessés. Et là, le terrain a été tellement... Non, alors, je vous dis, moi je me suis posé le 19 mars, je suis revenue à Hanoï le 19 mars, mais il y avait 3 avions qui avaient réussi à se poser, mais l'artillerie Viet Minh a tiré sur les avions, même sur celui qui avait une croix rouge, et il y avait donc peu de blessés qui avaient été évacués. Donc on a décidé qu'au lieu de se poser de jour, on allait se poser de nuit, en espérant que les Viet Minh ne s'apercevraient pas tout de suite de l'arrivée de l'avion, et que les premières minutes permettraient d'évacuer un certain nombre de blessés. Donc moi je me suis trouvée par hasard le premier jour où on a fait ces évacuations de nuit, le 19 mars. Et il y avait eu le 13 mars, les convoyeuses étaient reparties avec 2 avions et des blessés. Ensuite il y a eu un premier avion qui s'est posé le 17 avec l'avion Croix-Rouge, avec la Croix-Rouge. Elle a pu évacuer les blessés, mais ça s'est fait un peu dans le désordre, parce que quand l'artillerie s'est mise à tirer, les blessés se sont précipités dans l'avion et ont un peu pris d'assaut l'avion, qui a été obligé de redécoller pour qu'il ne soit pas détruit. Et le lendemain, le 18, un avion sanitaire est venu, et la convoyeuse était accompagnée par un médecin. Et le médecin, qui a porté un gilet pare-balles, a été blessé dans l'avion et a dû repartir. Enfin, tout ça pour vous dire que les conditions étaient très dangereuses. Et le 19, un excellent pilote a réussi à évacuer encore une quinzaine de blessés. Mais sur l'ensemble des blessés, il y en avait à peu près 400, ça ne faisait pas beaucoup. C'est pour ça que le commandant des caves, qui commandait la base de Jialam, vous savez qu'il y avait à ce moment-là 2 terrains d'aviation, Bac Mai et Jialam, qui étaient à l'opposé
l'un de l'autre par rapport à la ville de Hanoï. Donc il avait décidé qu'il ferait le premier posé, puisque c'est lui qui avait eu l'idée de cette manœuvre de nuit. Et c'est pour ça que les convoyeuses étant toutes en alerte sur le terrain de Bac Pai, moi qui venais d'arriver à Hanoï, je suis reparti immédiatement et j'ai fait, par chance, le premier posé qui a été un succès, puisque nous nous sommes posés, nous avons chargé nos blessés, nous sommes repartis, et ce n'est qu'après le 5e posé que les Viet Minh se sont aperçus de la manœuvre. Et là, on a arrêté les évacuations, et après, il y a eu une période pendant 48 heures, personne n'est venu évacuer les blessés, pour à nouveau faire jouer l'effet de surprise, et puis ensuite, on a recommencé. Et tout ça jusqu'au la nuit du 26 au 27, où je reviens pour la 2e fois. Et là, les ambulances, à la suite d'Ennui Radio, ne sont pas au rendez-vous. Et donc, au bout de 3 minutes, puisque c'était les premières minutes qui offraient une certaine possibilité de repartir, c'est trop compliqué peut-être. Nhưng bác kể về cái gì? Bác kể về toàn bộ cái diễn biến là có bao nhiêu máy bay, có bao nhiêu người bị thương, rồi là bác ấy chuyển đi người như thế nào, rồi là máy bay là họ phải đi vào ban đêm để mình không nhận biết được. Chuyển người bị thương như thế. Bác kể nhiều lắm. Mais vous savez, le livre a été traduit en américain. Alors en plus du livre français, il y a une introduction qui rappelle, pour les Américains qui ne connaissaient pas bien l'histoire, ça rappelle tout ça. Mais le livre est intégralement traduit, et je vais vous en donner un. Comme ça, vous pourrez relire, parce qu'il y a des choses qui vont vous paraître compliquées, et il vaut mieux que vous ne fassiez pas d'erreur. Vous retrouverez, dans le livre, vous retrouverez... Là, je suis revenue à Hanoï avec les blessés, et là, je suis restée à Hanoï, oui. Mais sur Điện Biên Phủ, non? Ah, non, puisque mon rôle était de ramener les blessés. Mon rôle était de soigner les blessés dans l'avion. Ils sont ramenés de Điện Biên Phủ. De Dien Bien Phu à Hanoï. Le 19, de nuit, j'ai fait le premier atterrissage de nuit. Je vous dis, après le 19, pendant 48 heures, les avions ne sont plus allés à Dien Bien Phu pour faire jouer à nouveau. Bà, tức là có những cái chiến dịch đấy từ phía bên kia mà làm cho quân đội Pháp ngạc nhiên. Moi, ce qui m'avait choqué, c'est que l'avion qui avait été peint avec une croix rouge ne soit pas respecté, et que l'artillerie ait tiré sur l'avion qui était peint d'une croix rouge. Mais ça, ils avaient certainement des raisons que moi, je n'ai pas connues. Je ne pouvais pas entrer dans ces considérations-là. Et c'est pour ça qu'on a essayé de le faire de nuit, par surprise. Ça a quand même réussi. La nuit du 19 au 20, on a évacué, 5 avions ont évacué chacun 19 blessés. Pour aller très vite, on faisait d'abord monter les blessés des membres supérieurs qui étaient capables de monter dans l'avion. On les installait le long de la paroi de l'avion où il y avait des sièges métalliques, et on posait à même le sol 6 blessés graves. Voilà. Mais alors, au bout de... On a arrêté les évacuations pendant 48 heures, on les a repris le 22, et à nouveau, on a essayé de faire jouer l'effet de surprise, mais les Viet Minh, maintenant, ils étaient avertis que toutes les nuits, des avions se posaient, donc très vite, ils tiraient. Et on avait vraiment que les 3 premières minutes pour essayer d'évacuer les blessés. Et moi, je suis revenue pour la 2e fois. Entre-temps, j'étais à Hanoï, et entre-temps, j'étais d'Hanoï, j'allais dans d'autres... puisqu'il y avait quand même d'autres endroits où il y avait des blessés. Donc, quand je suis revenue de cette mission de la nuit du 19 au 20, ce sont mes camarades qui ont pris chacune un tour de rôle, et moi, mon tour est revenu la nuit du 26 au 27. Et là, il y avait 3 avions qui avaient été prévus. Malheureusement, quand nous sommes arrivés, nous, le 3e, les 2 premiers ont réussi à évacuer quelques blessés, mais on n'arrivait jamais à faire le plein, parce que dès que les obus se rapprochaient trop de l'avion, le pilote actionnait une sonnette et il redécollait pour essayer. Bà có bao giờ thấy ngạc nhiên về việc là Việt Minh lại có pháo
và Việt Minh lại có thể là đưa được lương thực thực phẩm lên cái vùng núi cao như thế không? Eh bien, si Giap, le général Giap, n'avait pas attaqué en janvier, c'est parce qu'il y avait eu une conférence qui s'était terminée, la conférence de Berlin, qui avait annoncé qu'une conférence allait se tenir à Genève et que là, on allait vers une paix négociée, on allait vers la paix. Et à ce moment-là, la Chine, qui voulait que le Viet Minh soit en position de force pour traiter, a multiplié par 10 l'aide. L'aide jusqu'en janvier était quand même beaucoup plus réduite. Et Giap s'est rendu compte qu'à ce moment-là, s'il avait attaqué, il risquait d'aller à un échec. Donc, pendant les 2 mois de février, enfin de mi-janvier à mi-mars, il a accumulé la nourriture. Il y a eu des cyclistes qui, avec les vélos Peugeot, montaient des sacs de riz. Ils ont accumulé toutes les munitions. Et puis, il y a eu ces canons chinois qui étaient traînés dans la jungle la nuit. Ça, c'était extraordinaire. Et on ne s'est pas rendu compte de ça. De l'aide chinoise, on ne s'est pas vraiment rendu compte. Par contre, on s'était rendu compte que les principales divisions se rassemblaient autour de Dien Bien Phu. Mais à ce moment-là, parce que quand j'ai écrit mon livre, j'ai été obligée de reprendre tout ça, de poser des questions. J'ai interrogé ceux que je connaissais pour qu'ils rafraîchissent ma mémoire. Et puis il y avait des livres qui avaient paru, des livres très détaillés. Et à partir du moment où j'ai continué à faire ces conférences, parce que le commandant de Saint-Marc m'avait dit d'écrire et de témoigner. Donc j'ai fait des conférences pour témoigner et maintenant je n'oublierai plus jamais. Bien, il faut quand même que je dise que le général Giap s'était rendu compte que s'il avait attaqué en janvier, il n'avait pas les moyens de tenir longtemps, étant donné la dureté des combats. Et donc il a utilisé ces 2 mois à faire monter dans la jungle des sacs de riz qui étaient hissés. Il y avait même des énormes sacs sur des vélos Peugeot et surtout hisser les canons chinois. Il fallait 30 à 40 hommes pour hisser les canons et à ce moment-là, non seulement il y avait les combattants du Viet Minh, mais il y a eu une mobilisation générale et ceux qui hissaient les canons, c'était pas des combattants, ils avaient été, comment dire, on leur avait demandé de s'engager. Je crois qu'il y a à peu près 300 à 400 000 hommes, en plus des combattants qui ont aidé justement à apporter toute cette logistique qui a permis de tenir si longtemps. Il a attaqué quand il a su qu'il était capable de tenir jusqu'à la conférence de Genève, et il savait qu'à Genève, on allait vers une paix négociée. Moi-même, infirmière, je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes par la suite, mais je crois que dès le 13 mars, on s'est rendu compte que les canons tiraient directement à vue sur Dien Bien Phu et qu'il était impossible de les détruire. Et ça a été tellement dramatique pour le colonel artilleur. Il avait dit que dès qu'un canon entrerait en action, il le ferait taire. Et il s'est rendu compte que c'était impossible, puisqu'ils étaient poussés en avant pour tirer et retirer à l'abri dans des sortes d'abris, dans des tranchées, dès qu'ils avaient tiré. Et ça, malheureusement, le 13 mars, il n'était plus possible de faire autre chose que d'essayer de tenir le plus longtemps possible. Thế vào cái hôm mà Điện Biên Phủ thất thủ ấy, cái hôm mùng 7 tháng 5 ấy, thì lúc đó bà đang ở đâu và làm gì? Une lettre? Oui, pour demander la libération des blessés. Il voulait que j'écrive une lettre d'anniversaire, mais moi je ne pouvais pas. Moi je sais, au moment du 50e anniversaire, il y avait eu un grand article, et mon mari a un camarade qui était avec lui au lycée Albert Sarraut, parce qu'il était dans une classe où ils étaient deux Français, tous les autres étaient vietnamiens. Alors cet ami nous a envoyé l'article avec la traduction, et ce qu'il disait, c'était pas du tout ce que j'avais, enfin c'était pas vrai. Quelqu'un qui un jour m'a écrit, elle aurait voulu que je corresponde par mail
avec une des deux jeunes filles qui étaient à Dien Bien Phu au moment du 7 mai. Il y en a une qui était étudiante en médecine et l'autre qui était la responsable des femmes vietnamiennes. Et moi, c'était le début de... Enfin, moi, nous n'avions pas d'ordinateur à l'époque, je ne savais pas. Et j'ai dit que je ne pouvais pas me lancer dans un truc comme ça. Finalement, je n'ai jamais eu l'occasion de rencontrer ni l'américaine qui m'avait écrit, ni la vietnamienne que j'avais connue à Dien Bien Phu après le 7 mai, qui était étudiante en médecine, qui je crois était fiancée avec un des officiers viet minh. Et les deux, l'autre c'est responsable des femmes Vietnam, et vous avez connu les deux le 7 mai? Non, c'est dans les jours qui ont suivi. Ça s'est pas passé le 7 mai, ça s'est passé peut-être... Et l'américaine, elle a écrit sur ça? Oh, mais, non, l'américaine m'a écrit, mais longtemps après, en me disant qu'elle avait fait connaissance d'une vietnamienne qui lui avait raconté qu'elle m'avait rencontré à Dien Bien Phu. Mais la lettre de l'américaine, je ne sais plus quand je l'ai reçue, je ne sais plus. J'ai beaucoup de souvenirs que j'ai gardés à la campagne parce que j'avais pas la place ici. Et est-ce que dans toute la bataille Dien Bien Phu, quelle date que vous trouvez que c'est le plus terrible? Quelle date? Pour moi, c'est la nuit du 30 au 31, c'est-à-dire la deuxième grosse attaque, celle qu'on a appelée la bataille des 5 collines. J'étais arrivé le 28, je n'avais pas pu repartir puisque notre avion qui avait été accidenté à l'atterrissage avait été détruit dès que la brume du matin s'était levée. Et après, c'est la météo qui a empêché à l'avion de venir. Et quand l'avion est venu, c'était donc la nuit qui a précédé l'attaque, 30-31, c'était donc la nuit du 29 au 30. Il n'a pas pu se poser parce que le premier tiers du terrain avait été bombardé toute la journée et il n'y avait plus la longueur suffisante pour faire poser un quota, et on lui a refusé l'autorisation de se poser. Et puis après ça, il y a eu la grosse attaque. Alors je vous dis, c'est passé le 30 vers 17h, et là ça a été d'une violence inouïe. Moi j'étais à l'antenne heureusement, mais il n'y avait rien à faire puisque les blessés ne pouvaient pas arriver de nuit, les brancardiers ne pouvaient pas amener les blessés, les tranchées étaient très étroites. Ça permettait de circuler en s'accroupissant, mais ça ne permettait pas de brancarder les blessés. Donc c'était au petit matin, vers 5h du matin, que les blessés arrivaient. Et comme l'artillerie avait, non seulement l'artillerie, mais les combats avaient duré toute la nuit, les combats sur Béatrice, la première position qui a été attaquée, nous savions bien que les blessés allaient arriver. Et en effet, à 5h du matin, les premiers blessés sont arrivés sur les brancards, et on avait demandé, ils étaient couverts de boue et de sang, et c'était les prisonniers viet minh qui avaient été chargés de leur faire la première toilette, et ensuite c'était moi qui faisais les déconnexions. Et je faisais ça dans le couloir qui desservait l'antenne, et avec un genou sur le brancard et un genou par terre, à la lueur d'une lampe électrique, parce que ce couloir n'était pas éclairé. Il n'était même pas couvert au moment du 13 mars, ensuite le génie l'avait couvert, mais il n'était pas éclairé. Et là, heureusement, c'était des piqûres intraveineuses de phénergodolozal. Le professeur Laborie avait mis au point cette technique de déconnexion, et dans notre période de formation, on nous avait appris tout ça. C'était la nuit du 13 au 14 mars, je me trompe. Il faut barrer Béatrice. J'étais en train de... La première attaque, je ne l'étais pas. Je suis arrivée seulement le 19. Et c'est la deuxième attaque, ça c'est les batailles des 5 collines, c'est Dominique 1, Dominique 2 et il y en a un qui ont été perdus dans la nuit, ça a été dramatique. Quay trở lại với cái hồi lúc đầu tiên mà bà đến Việt Nam ấy, thì lúc mà đi sang để làm Việt Nam để công tác ấy, thì lúc đó bà có một cái lý tưởng gì
cho cái tuổi trẻ của mình không? J'avais pas de contact avec la population pendant que j'étais convoyeuse. Les seuls contacts que j'avais avec la population, puisque tous les jours, nous partions en avion pour chercher les blessés. Les seuls contacts qu'on avait, c'était avec on l'appelait la Tiba, qui venait faire le ménage dans la villa des convoyeuses. Et puis les blessés. Malheureusement, les blessés, souvent, ils ne parlaient pas français. Mais j'ai soigné les blessés français et vietnamiens. Et d'ailleurs, j'ai lu un jour un interview dans Le Monde d'un Vietnamien qui disait qu'il avait été blessé, et alors que je voulais l'aider à se déshabiller pour aller sur la table d'opération, il avait refusé. Et c'est par lui que j'ai appris ça. J'avais pas du tout d'occasion. Et à ce moment-là, je n'aurais eu l'occasion de rencontrer seulement ceux qui travaillaient avec nous. Puisqu'à partir de 1949, l'indépendance avait été donnée et Delattre de Tassigny avait dit aux combattants: vous ne vous battez plus pour la France, vous vous battez pour les Vietnamiens qui refusent le joug communiste. Et quand son fils Bernard Delattre de Tassigny est mort, il a redit: Bernard n'est pas mort pour la France, il est mort pour le Vietnam. Le général Delattre a dit: vous ne vous battez plus pour la France, puisqu'on avait donné l'indépendance en 1949, dans le cadre de l'Union française, mais c'était quand même l'indépendance, et qui avait été acceptée. Le premier pays qui a accepté l'indépendance dans le cadre de l'Union française, c'était le Laos. Et c'est pour protéger le Laos d'une invasion qu'on a fait la Sam et qu'on a fait Dien Bien Phu. Puisque à chaque fois que c'était par cette partie-là du Vietnam que les Viet Minh pouvaient envahir le Laos. Em hỏi rằng như vậy là bà ấy sang Việt Nam là vì bà ấy có một lý tưởng gì đó trong nước Pháp, hay là chỉ vì đơn giản là bà ấy muốn sang một cái nơi mà bà ấy chưa từng đến? Il y avait les deux, mais surtout, il y avait la guerre. Or, comme infirmière, mon premier rôle était de soigner les blessés là où il y avait des blessés. Donc, c'est pour ça que je me suis engagée pour l'Indochine. S'il n'y avait pas eu la guerre, j'aurais peut-être attendu une autre occasion pour découvrir sur le plan touristique. Et ça m'a donné l'occasion à la fois de découvrir une petite partie, puisque je ne suis allée que là où il y avait les combats. Trong cái lúc mà bà ấy chữa trị cho những người lính bị thương ấy, thì họ bị thương rất là nhiều đấy, thì bà có cảm thấy rằng là bà rất là căm thù vì đối phương đã làm cho những người đấy bị như thế không? Pas du tout, jamais. Jamais, parce que, en plus, celui que j'ai épousé était au Vietnam à ce moment-là, et mes beaux-parents, ma belle-mère est née au Vietnam, elle est française, mais elle est née au Vietnam. Mon beau-père n'est pas né au Vietnam, mais il y est arrivé à 20 ans, venant de la Réunion, et il dirigeait, il ne possédait rien, mais il dirigeait une plantation de café dans le Tanoa. Et lorsque nous avons fait un voyage au Vietnam en 2001, nous sommes retournés dans le Tanoa, et là, mon mari a interrogé la population, et il a vu un homme qui avait l'air à peu près de la génération après la sienne, et il lui a dit: je suis le fils du directeur de la plantation. Il était directeur, mais il n'était pas propriétaire. Et ce monsieur lui a dit: ah, monsieur Dolm. Le nom c'est De Holm, mais Dolm, ça a été immédiat. Et pendant 5 minutes, il nous a chanté les louanges de mon beau-père, nous disant que ça avait été un Vietnamien, un bienfaiteur du Tanoa, qu'il avait importé des cultures nouvelles. Vraiment, mes beaux-parents ont adoré ce pays. Et quand ils sont partis, ils ont laissé leur maison à leurs domestiques. Mais ils sont partis avec une petite valise. C'est pas très loin de la mer. Oui, c'est à peu près au niveau de Samson. Vous voyez Samson. C'est à l'intérieur du pays, à une 50aine de kilomètres de la mer, à peu près. Et j'y suis allée, on y est retourné en 2001. Et mon mari a revu la chapelle où il avait fait sa première communion.
entre-temps, il y a eu des changements. Ils avaient fait du thé, et puis ils sont revenus au café. Il y a du café, il y a de la canne à sucre et il y a de l'EVA. On a déjeuné avec toute une équipe. Thế thì bà có thấy mâu thuẫn không khi mà bà lúc đó bà rất là yêu đất nước Việt Nam nhưng mà bà lại là công việc để phục vụ cho những người mà đến để chiếm cái đất nước đó? Qui viennent, c'est pas leur but. Alors, au début, jusqu'en 49, c'était pas clair du tout. Mais après, c'était vraiment pour aider les Vietnamiens qui refusaient le joug communiste. Les bataillons parachutistes étaient composés moitié de Français et moitié de Vietnamiens. Le 6e BPC, le 8e BPC, et vous avez quand même un exemple, c'est l'exode des catholiques. Est-ce que vous pouvez répéter moi, je suis opposé au communisme, mais pas du tout au Vietnam. Je suis catholique, pratiquante, donc la doctrine communiste ne me convient pas. Et nous avons des relations très régulières, parce que par les missions étrangères, et nous faisons partie de l'association qui aide, une qui aide les minorités et l'autre qui aide les catholiques. Đấy là cái suy nghĩ của bà ấy vào thời điểm đó. Thế còn bây giờ thì cái suy nghĩ của bà ấy có giống như vậy không? Eh bien, il y a eu une évolution, mais c'est encore communiste. Mais vous gardez toujours les pensées que ça vous convient pas. Ah ben, vous savez, entre le communisme et le catholicisme, les catholiques, ils tendent la main à tout le monde. Parce que l'amour du prochain, c'est le Christ nous a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc, il n'y a aucune haine. Et moi, je vois parmi... Nous n'y sommes pas allés très tôt parce que mon mari, il était avec les hommes du GCMA, c'est-à-dire c'était des minorités. Et ils ont été obligés de les abandonner. Et pour lui, c'était un drame. Donc, il n'avait pas du tout envie d'y retourner. Mais il savait que j'avais très envie de connaître les lieux où il avait passé sa jeunesse. Il a passé... il a fait 3 séjours comme militaire, mais il y a passé toute sa jeunesse. Et il avait des tas d'amis vietnamiens, puisque je vous dis, il était dans une classe où ils étaient 2 Français et les autres étaient des Vietnamiens. Et il comprend parfaitement, et parmi ses camarades, quand il leur a dit « mais pourquoi êtes-vous allés de ce côté-là » parce que pour nous, c'était la seule façon d'avoir l'indépendance. Or, c'est très difficile et long à expliquer, mais moi je suis convaincue que s'il n'y avait pas eu le coup de force japonais, et ce coup de force, eh bien, la guerre s'est terminée par la bombe atomique, ça a été un drame, mais enfin, ça a quand même arrêté la guerre. Je pense qu'à ce moment-là, il y avait un vent d'indépendance. L'amiral de Koo, il avait créé une école des cadres, il avait fait beaucoup pour développer ceux qui avaient besoin d'apprendre. Et encore... entre catholiques et communistes, vous avez dit que catholiques, on aime les uns les autres, oui. Et communistes, vous trouvez c'est pas la même chose? C'est pas la même chose. Enfin, c'est pas la même chose parce que nous, notre foi est basée sur le Christ. Or, je ne sais pas s'il existe des communistes qui soient catholiques, je ne sais pas. En tout cas, il y a quand même eu un exode des catholiques. Qu'est-ce qui vous déplaît de communistes? C'est le marxisme. Ý bà nói là gì? Lúc mà chị hỏi là thế còn bây giờ thì sao? Les goulags, il y a les goulags, on peut pas admettre le traitement que les Russes ont fait subir. Et nous, on a vu ce qui s'est passé. On a vu ce qui s'est passé pour les prisonniers qui ont été traités. Ce qui a été affreux pour les prisonniers, c'est le lavage de cerveau, vous voyez. Donc c'est vraiment pas le respect des autres. On veut leur inculper votre façon de penser. Et c'est ça que... Moi je connais un garçon dont le père
s'est suicidé après sa libération, tellement il avait été frappé par ce lavage de cerveau. Lavage de cerveau, c'est-à-dire après la guerre, ils ont traumatisé de... Ils ont essayé de les endoctriner. Et puis ils essayaient les jeunes filles qui m'emmenaient me promener, elles étaient pleines de bonne foi. Je les trouvais très gentilles, mais ça m'était pas très agréable quand même, parce qu'elles me mettaient la main sur l'épaule, mais je n'en veux pas, je n'en veux absolument pas. Elles étaient, comment dire, elles étaient convaincues du bien fondé. Et d'ailleurs, parmi les anciens Dien Bien Phu qui retournent au Vietnam, pourquoi retournent-ils au Vietnam? C'est parce qu'ils aiment le Vietnam, ils ont aimé le Vietnam. Je n'ai jamais senti de haine. Et il y en a un qui y est retourné 3 fois. Et c'est à la 3e fois qu'il a écrit un livre et il m'a dit « Maintenant, ça y est, je suis en paix, j'ai retrouvé des amis et nous sommes sur la même longueur d'onde. » Enfin, nous avons toujours été très bien accueillis et nos parents étaient très aimés. Ma belle-mère faisait partie de la Croix-Rouge, enfin, et les domestiques faisaient partie de la famille. Puisque moi, je ne suis pas assez intellectuelle pour défendre mes points de vue sur ce plan-là. Moi, j'ai accepté aujourd'hui pour parler de ce que j'ai fait, pas pour discuter du marxisme, parce que je ne me sens pas à la hauteur. Nhưng mà bây giờ bà đã đến Việt Nam và bà thấy đất nước, thấy Việt Nam cũng thay đổi rồi, thì cái suy nghĩ của bà về cộng sản đến bây giờ nó đã thay đổi chưa? Et quand vous y retournez au Vietnam, il y a beaucoup de changements au Vietnam, il y a des évolutions. Et, mais personnellement, pour vous, est-ce que vous avez aussi des changements sur les pensées Mais vous savez, il y a un problème de langue. Il y a tellement peu de Vietnamiens qui parlent le français, et moi je ne parle pas le vietnamien du tout. Mon mari avait repris des leçons, il avait parlé le vietnamien à une époque, mais il avait oublié. Quand on a décidé d'aller au Vietnam, pendant 6 mois, il a pris un cours par semaine, et là-bas, il a quand même pu parler. Mais lui serait capable de discuter de tout ça. Moi, je ne me sens pas capable. Moi, je suis seulement utile, enfin, une chose, c'est apporter un témoignage. Et mon témoignage, c'est celui du courage et de l'esprit de solidarité. Et je peux aussi témoigner du courage des des troupes Viet Minh. Ça, ils sont tous, et tous ceux qui y sont allés reviennent heureux d'avoir renoué. Et les combattants, entre eux, se respectaient beaucoup. Je crois que c'est dans les 2 sens. Ce que vous venez de nous dire, c'est très intéressant et c'est émouvant à la fois. Mais c'est vrai, le jour où j'ai reçu le livre de ce jeune, où il me disait « Enfin, je suis heureux, on est amis ». Oui, mais je ne sais plus s'il est ici ou s'il est à la campagne. Évidemment, c'était pas un écrivain. Thế cái người mà viết đấy là người nào, là tên là gì? Et ce que vous avez écrit, c'est un ami, c'est en français ou C'est en français. Oui. Oui. Et il est retourné au Vietnam? Oui. Mais non, mais pas en voyage. En voyage. Oui. Il a été combattant à Dien Bien Phu. Bạn này rất là trung lập nhé. Bạn này người bạn viết cho bà thì là một từng là cựu chiến binh Pháp, quay lại du lịch thì bà gửi lại sách cho bà và viết thế. Thế bà nói là bà có thể nói về cái sự dũng cảm của những người chiến sĩ, thì bà có thể kể một chút về đó được không? Est-ce que vous pouvez raconter sur les histoires que vous êtes témoin du courage, de la solidarité des Viet Minh? Je vais demander à Jean pour Tanoa. Comment s'écrit Tanoa, chérie? T-H-A-N-H. O-A. Thanh Hoa. Chérie, en un mot ou en 2 mots? En 2 mots, oui c'est ça. Bon. Vous voulez boire? Uống nước không? Có uống nước. Có ạ, cho bọn mình xin mấy cốc nước lọc. Le courage, oui, certainement, parce que, enfin, mais la solidarité. Alors, j'en ai un exemple que je peux vous donner.
évidemment, mais qui m'a été, pas direct, les prisonniers français, il y en avait qui ont été à qui des Vietnamiens catholiques, ils avaient une croix, ils étaient catholiques, ont offert une cigarette. C'était un geste d'amitié et de fraternité. Et ça les a beaucoup. Un prisonnier français et un prisonnier vietnamien a offert Un prisonnier vietnamien a offert une cigarette à un prisonnier français dans les jours qui ont suivi la chute de Dien Bien Phu. Bà bảo là bà có một ví dụ về cái sự đoàn kết thì là nhưng mà không phải là trực tiếp với bà ấy mà là giữa hai người, một người là tù binh Pháp, một người là tù binh Việt. Sau cái Em phải phân biệt nhé, bởi vì có những người Việt chiến đấu cho Pháp. Em không dịch đúng là chị không hiểu đúng đâu. Et est-ce que l'ancien combattant vietnamien c'est de côté français ou Ah non, du côté qui était vietnamien avec les Viet Minh. Parce que Merci beaucoup. De l'eau avec un peu de citron seulement. Et ça s'est situé dans les tout premiers jours, puisque le camp, on a installé un camp sous parachute. Enfin, c'est les prisonniers qui ont été chargés de faire un camp sous parachute pour les blessés français. Et moi, je suis resté les 3 premiers jours dans les souterrains avec eux. Mais ceux qui étaient capables de marcher ou de sortir, enfin de marcher, sortaient des abris et allaient respirer l'air, parce que eux, 57 jours dans ces abris, dans la chaleur, c'était vraiment dur. Mais ils ont parlé entre eux, et là, ils se sont mêlés, il y a eu certainement des échanges. Enfin, ça ne devait pas être très facile, parce qu'il y a le problème de la langue. Il n'y a pas beaucoup de Français combattants qui parlaient le vietnamien, et il n'y avait pas beaucoup de... Et par contre, les Vietnamiens qui étaient de notre bord avaient été isolés tout de suite. Chuyện này rất là quan trọng, em kể lại cho chị kỹ. Le prisonnier français, comment ils sont où? C'est sous la casemate et c'est tout sur cái hình ảnh đó là lúc nào và thời điểm nào thì mình phải hiểu bối cảnh của nó, mình phải hiểu. C'était quand? C'est dans quel Quand je vous dis l'histoire de la cigarette, là, oui, mais ça, je vous dis que ça devait être le 8 mai, le lendemain, puisque les combats étaient terminés, le 7 au soir, et le 8, ceux qui étaient capables de marcher encore sont sortis des abris et ont donc rencontré les Vietnamiens. Rồi. Đấy là mọi người vừa ra khỏi cái tấm cho tàn kiểu thế thì còn đi lại thì hai người đấy gặp nhau. Hai người đấy tức là một anh là tù binh của Pháp, thế còn cái ông Việt Nam thì là ông nào? Thì là ông lính Việt Minh hay là như thế nào? Bà bảo là tù binh mà em sẽ hỏi kỹ lại. Sao lại tù binh? Việt Nam mình thắng mà mình lại tù binh? Tù binh của Pháp. Sao lại tù binh của Pháp? Mình thắng cơ mà thì Pháp phải là tù binh của mình chứ. Chứ là có thể hay là người Việt đấy là đầu quân cho Pháp. Đã từng là tù binh của Pháp, bị giam ở bên Pháp chẳng hạn. Trước đấy. Un combattant Viet Minh qui était là et qui avait il a vu qu'il était catholique parce qu'il portait une croix et il leur a offert des cigarettes. Et puis par contre, il y en a un autre qui... C'est le prisonnier français qui a le croix catholique? Je pense que c'était le Vietnamien. Hein? C'est le Vietnamien oui. Ou le... Parce qu'il y a quand même un certain pourcentage de catholiques au Vietnam. Và là vì là cái người đấy là một chiến binh Việt thì là đeo một cái dấu thờ thì thế nên là người kia cũng theo đạo. Thế hai người cảm thấy là có thể cùng với nhau thì là người Việt Minh đấy đã đưa cái viên thuốc đấy cho c'est le Vietnamien qui a donné la cigarette. Oui. Thì là người Việt Minh đấy đưa túi thuốc cho tù binh. Nhưng mà cái anh Việt Minh đấy là tại sao lại gặp cái anh kia? C'est un Vietnamien des Viet Minh qui a donné la cigarette aux prisonniers français ou africains, enfin, parce qu'il y avait des légionnaires, il y avait des Nord-Africains. Comment il a donné comme ça pour un prisonnier? Oui, parce que
ils ont dû voir combien ils étaient fatigués. Je ne sais Thế pas. nhưng mà bà là thì tại sao lại Les détails, moi j'étais Sao lại gặp nhau pas. á? Tại vì là anh này đến là để bắt anh kia hay là anh này đến để làm gì mà lại gặp? Bởi vì lúc đó là em hiểu rằng là mình đang thắng và người Pháp người ta bị bắt làm tù binh. Thế còn Việt Minh thì là đang là người thắng thì anh Việt Minh không thể là tù binh được. Et Je comment sais ils se sont je sais que rencontrés? celui qui a reçu la cigarette a été très touché de cet acte de fraternité. D'accord. Mais comment ils se sont rencontrés quand Việt Minh a gagné et puis après, comment ils se sont rencontrés en fait? Oh là, sur le terrain, je pense. Les premiers jours, vous savez, c'était pas très organisé. Il a fallu 3 jours pour installer l'hôpital. Donc, les gens restaient sur place. Il y avait des Vietnamiens, des Viet Minh. Vì là lúc đấy cái tổ chức nó chưa được ổn lắm, thế nên phải mất 3 ngày để có thể thu dọn hết cái đồng đấy thì họ gặp nhau ở trên cái mặt trận. Nhưng mà anh người Việt Nam đấy là Việt Minh đúng không? Vâng, là Việt Minh. Thế chị muốn hỏi là lúc mà mùng 8 tháng 5 thì bà đang ở Mais il y a đâu? eu d'autres cas. Bon, il y en a un qui m'a dit j'étais tombé, j'arrivais pas à me relever. Et il y a un Viet Minh qui passait là et qui m'a aidé à me relever. Et Bà il y avait, đang kể là cũng có một cái trường hợp khác là cũng có je một crois người, qu'il y avait du respect, d'admiration de combattant à combattant. Ça, c'est quelque chose que tout le monde a ressenti. có một tù binh Pháp thì cũng đã kể lại là lúc mà ông bị ngã thì cũng Việt Minh cũng đã đỡ lên. Thế em hỏi câu của chị. Thế mùng 8 tháng 5 tức là bà ấy có ở chiến trường Điện Biên Phủ vào cái ngày mùng 8 tháng 5 đấy Mais không? sans ça, il n'y en aurait pas autant qui auraient envie de retourner au Vietnam. Et le 8 mai, est-ce que vous étiez sur Điện Biên Phủ ou pas? Oui, oui, oui. Je suis resté à Dien Bien Phu depuis le 28 mars jusqu'au 24 mai. Le 24 mai, c'est le jour où j'ai été libérée. Bà đã ở Điện Biên Phủ từ 28 tháng 3 cho đến 24 tháng 5 là ngày bà được giải phóng, giải thoát. Ok, hay quá. Đấy bây giờ bà mới trả lời là bà ở Điện Phủ. Bà lòng vòng lắm. Từ 28 tháng 4 đến 23 tháng 5. tháng 3. À, Tại vì là ok. cái máy bay này nó bị bắn và không quay trở lại được. Cái máy bay của bà ấy á? Tức là bà ấy, hôm đấy bà xuống thì bà cứu thương, nhưng mà vừa xuống đến nơi thì cái máy bay bị bắn. Đấy là bà ấy kể hay là Em đọc trên mạng ạ. em vừa đọc xong đúng không? Thì là bà phải ở lại đấy để bà cứu thương luôn. Thế nên Tức là một phần bắn phong anh hùng là vì thế. thế cái lúc mà Điện Biên Phủ mà cái hôm mùng 7 tháng 5 đấy thì cái lúc mà nghe tin là Việt Minh đã kiểu như là bắt, tức là đã chiến thắng ấy, thì lúc đấy bà cảm xúc của bà như thế nào? Et le 7 mai, à l'échec de Điện Biên Phủ et la victoire des Viet Minh, et qu'en pensez-vous Alors moi, à le ce 6, jour-là? le 6 au soir, on se rendait très bien compte que la fin était proche. Et comme moi, j'étais un petit peu le lien entre le monde combattant et le monde des blessés, comme je pouvais quand même circuler un peu, et on n'était pas loin du PC, du GAP2, c'est-à-dire les parachutistes. Et le 6, j'étais allé aux nouvelles, et là, le colonel Langlais m'a dit la nuit est décisive. Si nous tenons cette nuit, comme la saison des pluies est bien avancée, que la conférence de Genève va ouvrir, je pense que les combats vont s'arrêter. Il y aura au moins une accalmie dans les combats. Alors qu'au contraire, les Viet Minh ne voulaient arrêter qu'après avoir gagné, parce que c'était ça. Ils voulaient avoir gagné avant l'ouverture de la conférence de Genève. Et là, il me dit, bah, si nous tenons cette nuit, il y aura certainement une accalmie. Mais si nous lâchons cette nuit, enfin si nous ne pouvons pas tenir cette nuit, alors c'est fini de notre pauvre Dien Bien Phu. Parce que tous les jours, entre le 1er et le 6 mai, il y a eu des combats sans arrêt. Il y a des positions qui tombaient, enfin qui étaient reprises, qui étaient reperdues. La position Eliane 2, d'après l'interview que le général Viet Minh, qui est devenu général par la suite, avait donné au monde, il y avait eu 35 attaques et contre-attaques, et ils n'étaient jamais arrivés à prendre Eliane 2. Donc ils avaient décidé de creuser un tunnel sous la position, de la bourrer d'explosifs et de le faire exploser. Et à 11h du soir, on a entendu un bruit énorme. C'était la position
c'est là ce fameux cratère. Vous avez entendu parler du cratère. D'ailleurs, l'explosion a provoqué un énorme cratère où il y a eu une ou deux sections qui venaient de sauter. Ils ont sauté les premiers jours de mai. Ils ont vécu quelques jours à Dien Bien Phu. Et il y a eu donc la perte des liens d'eux. Thì họ đã cảm giác được là cái kết đã gần tới rồi. Thì bà cứu thương ở đấy thì bà ấy được tiếp xúc với hai thế giới là các chiến binh và những người bị thương. Ils tombaient les premiers jours d'avril. Il y avait une contre-attaque qui avait permis de la reprendre. C'est un jeune lieutenant, le lieutenant Luciani, qui a sauvé Lian 2. De même Dominique III, on a beaucoup parlé du lieutenant Brunbrook. En actionnant ses canons à zéro, il a stoppé net l'avance des Viet Minh. Sans ça, Dien Bien Phu serait peut-être tombé ce jour-là, le 31 mars. Alors évidemment, il y aurait eu moins de morts, mais d'un autre côté, c'est cette résistance qui a révélé au monde le courage et le sens de l'honneur des combattants. Parce que les combats ont été perdus, Dien Bien Phu a quand même été un échec, si on peut dire, mais malgré l'échec des armes, à cause de toute cette résistance, des hommes qui se battaient à 1 contre 10, on peut dire que l'honneur de la France a été sauvé par ces hommes. Et c'est pour ça que moi, si j'ai fait toutes ces conférences, c'est pour témoigner. Malheureusement, l'éducation nationale fait tout ce qu'ils peuvent pour retirer ça du programme. Il y a maintenant des classes qui n'ont même plus, on leur parle même plus de la guerre d'Indochine et de Dien Bien Phu. Đó là quân đội, còn nhưng mà nó lại làm cho đã cứu lại cái thanh thế cho Pháp là bà bảo là bà muốn làm chứng, bà tham gia hàng trăm cái hội nghị như thế là để làm chứng cho cái sự dũng cảm và của bên Việt Nam, bởi vì bây giờ trong chương trình học thì họ thậm chí kiểu rút hết khỏi chương trình cái chiến tranh ở Indochine. Nhưng mà cái hình ảnh nào của sự dũng cảm của bên Việt Nam mà bà có thể chia sẻ với chúng tôi? Et est-ce que vous avez gardé encore une image du courage des Viet Minh? C'est qu'ils ont gagné, donc je crois que c'est, d'après le général Jacques, pour eux aussi, il était bon que les combats s'arrêtent, parce qu'il a dit que quelques jours de plus, il n'était pas sûr de pouvoir tenir. Ils arrivaient vraiment à la... Vous avez gardé une image ou pas? Vous savez, moi ce qui me gêne dans tout ça, c'est la captivité. La captivité a été tellement dure, tellement inhumaine. Il y a eu tellement de morts, il y a eu 72% de morts en captivité, mal nourris, pas soignés, les blessés pas soignés, les plâtres devenaient mous avant d'être... Enfin, ça a été terrible, terrible ça. Et c'est Giap qui en est le grand responsable. Et ça, moi je suis honteuse qu'un ministre de la France ait rendu hommage au moment de la mort de Giap. Parce que ça, on ne pourra jamais oublier ce qui s'est passé dans les camps. Et ça, c'est des choses qui doivent se savoir. Il faut dire la vérité pour que les jeunes générations, eh bien, si ça se reproduisait, des guerres, jamais on arrive à ces extrémités-là. Malheureusement, dans les combats qui se tiennent en Afrique actuellement, c'est un peu comme ça. C'est le terrorisme qui gagne. C'est ça le drame. Tướng Giáp đã cứu cho cái dấu cái sự thật đấy, cần phải nói lên sự thật trong những cái thế sự thật là sự thật gì? Tức là họ rút hết khỏi chương trình để giáo dục về cái chiến tranh Đông Dương đấy, họ che đậy, che đậy thông tin. Thế nên vừa nãy bà ấy bảo là bà tham gia để bà làm chứng cho cái... Hay, bà nói rất là hay. Thế nhưng mà tướng Giáp đã, theo bà thì tướng Giáp đã cứu cho cái đấy là bằng cách nào? Em chị không chưa hiểu cái ý đấy của em. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il fait déjà Giap pour être grande responsabilité? Pardon. Giap, c'est lui
qui a fait régner le régime dans les camps où ils étaient. Quand le général Bijard l'a rencontré, il lui a dit si vous leur aviez donné en plus une banane à chacun par jour, vous en auriez sauvé la majorité. Bà kể là chính xác là bà có nói một từ em không hiểu lắm nhưng mà sau đấy bà kể là khi mà Giáp gặp tướng Bija thì Giáp có nói là nếu mà ông ấy đưa cho mỗi người một quả chuối hơn thì ông ấy đã nuôi được quân của mình. Le général Bijard avait beaucoup d'admiration pour le sens tactique de Giap. Et je pense que Giap avait aussi beaucoup d'admiration pour le sens tactique de Bijard, parce que ça a été toujours un excellent combattant. Mais c'est cette période de la captivité qu'on a du mal à tourner la page. Voilà. Rất là hay, bà này cái tư tưởng của bà rất là hay. Tức là bà ấy vừa nói rằng chuyện là bà nói rằng là bà không kiểu như là ủng hộ cộng sản, nhưng mà lúc nãy bà đi sang Việt Nam chỉ là bởi vì bà muốn giúp đỡ cho mọi người ấy. Thì có phải là bà ấy là một người rất là yêu hòa bình? Et tout à l'heure vous avez dit vous n'aimez pas le communiste, mais vous êtes venu au Vietnam pour soigner les gens, pour aider les blessés. Et est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime la paix? Ah oui, sûr. Je trouve que la guerre, c'est quelque chose d'épouvantable. Moi, j'ai jamais été pour la guerre. Vous savez, à la guerre de 14, mon père avait ses 2 frères qui se battaient, et des cousins germains, ils étaient 8 frères ou cousins germains, et il y en a 2 qui sont parvenus. La guerre de 14, ça a été affreux. Mais la guerre de 14, les blessés pouvaient être évacués, ils pouvaient aller à l'hôpital, à Dien Bien Phu. Ce qui a été terrible, c'est ça. C'est le sort des blessés qui étaient dans les souterrains. On a quand même toujours eu ce qu'il fallait pour les soigner. Ça arrivait par parachute. Mais quand même, ce n'était pas des conditions. Et puis surtout, je pense que pour ceux qui commandaient, pour les officiers qui commandaient, la présence d'autant de blessés était très lourde. Un jour, on a dit à l'anglais, vous auriez le choix de faire évacuer les blessés ou d'avoir 2 bataillons en force supplémentaire. Il dirait, je choisirais de faire évacuer les blessés. C'était quand même très lourd moralement, le sort des blessés. Le colonel Langlais, qui est passé général par la suite, venait souvent voir les blessés. Bà bảo là đương nhiên rồi thì bà ấy đến Việt Nam không phải là để chiến tranh mà bà làm trong gia đình bà ấy cũng có 8 người đã tham gia trận chiến trận chiến 14. Thì bà bảo là có 2 người đã không trở lại, nhưng mà ở cái trận chiến đấy thì những người bị thương thì được cứu chữa, không kiểu đưa người bị thương đi cứu chữa. Đấy là người khác hả? Chỉ nói người bị thương. Bà nói rằng là những người không bị em tiếng hỏi cái ý đấy đi. Est-ce que les blessés qui ne sont pas évacués à Điện Biên Phủ, ce sont des Français? Ils ne pouvaient pas être évacués, puisque les avions qui venaient les chercher étaient bombardés. Ce sont des Français? C'était des Français, c'était des pilotes français, oui, oui. Il y a eu 14. Il y a eu beaucoup d'avions abattus. Hỏi tiếp bà mấy câu nữa là tự nhiên chị hơi bị confused ở trong đầu. Cái lúc mà bà viết thư cho Bác Hồ ấy thì là vào ngày bao nhiêu? Et la lettre que vous avez envoyée à Ho Chi Minh, c'était à quelle date? Alors ça, attendez, le jour exact, je ne pourrais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même à peu près, parce que je crois bien que son anniversaire était le 18. 19. Vous savez, 19? Ah bon, 19, alors vous voyez. Donc ça devait être dans les jours qui ont précédé, peut-être le 16. Và là bà không nhớ được chính xác ngày nào, nhưng mà chắc là trước sinh nhật của bác tầm ngày 16 gì đấy. Tháng 5 ha?
Lúc đấy bà có biết rằng đấy là sắp đến ngày sinh nhật của Bác Hồ không? Vừa bảo ngày mais à l'époque vous êtes au courant que c'était l'anniversaire de Ho Chi Minh. Ah, c'est eux qui me l'ont dit. C'est eux qui me l'ont dit. D'ailleurs, ils sont passés par l'intermédiaire du docteur Grovin pour me dire que si je ne faisais pas cette lettre, c'est le sort des blessés qui risquaient d'en supporter les conséquences. Alors évidemment, mais moi je n'avais pas de vœu d'anniversaire. J'ai exprimé la lettre d'une infirmière qui pensait au sort de ces blessés en demandant qu'il autorise la libération des blessés. Et je sais que ça a quand même eu une influence, puisque au départ, le chiffre qui avait été fixé était 700 et quelques, je ne sais plus exactement combien. Et finalement, il y en a eu 868, je crois, qui ont été libérés. Alors, je pense que... Đấy là bác sĩ nói cho bà ấy biết là sắp tới sinh nhật của Bác Hồ và bà ấy viết một cái thư để hỏi bác về thảo luận cho những người bị thương. Thì lúc đó con số là 700 nhưng mà sau đấy thực sự ra là con số là 868 người. Mais parmi les Vietnamiens, enfin ceux qui se battaient avec nous, très peu ont été libérés, très peu. Et ils ont été libérés le dernier jour. Le gouvernement français avait mis cette condition. Donc ils les ont libérés. Enfin, ils en ont libéré très très peu. Eux les considéraient comme des traîtres, alors que eux se considéraient pas comme des traîtres, puisque ils étaient fidèles à leur foi. Có người bên Việt Nam thì được thả ra là rất là ít. Họ thì bị coi là một cái gì đấy, từ đấy thì em không biết, bởi vì họ đã tin tưởng vào cái đức tin của họ. Thì bà có tin rằng là Bác Hồ sẽ đáp ứng những cái yêu cầu trong thư đấy không? Et quand vous avez écrit la lettre à Ho Chi Minh, Oui. est-ce que vous aviez pensé que Ho Chi Minh va accepter ce que vous avez demandé? J'espérais quand même, j'espérais. C'était pas possible il y avait tellement de blessés qu'ils n'acceptent pas, étant donné qu'ils s'étaient battus à la loyale, les combats avaient eu lieu à la loyale. La proportion a été quand même assez faible. Hein. La proportion des libérés a été assez faible. Était à peu près un dixième peut-être. Thế trước đó thì bà đã từng nghe nói gì về Hồ Chí Minh chưa? Về cái tính cách của ông ấy chưa? Et avant d'écrire la lettre, est-ce que vous avez déjà des connaissances, des informations sur Ho Chi Minh? Oui, je savais c'est lui qui avait installé le Parti communiste vietnamien. C'est lui le fondateur du Parti communiste vietnamien. Il était profondément marxiste et il avait reçu, ce qui est triste, c'est qu'il avait reçu sa formation en France dans le milieu communiste. Mais je comprends très bien l'admiration et l'affection que tous ceux qui pensaient comme lui avaient pour lui, c'est certain. Parce que c'était quand même un homme âgé, et il a consacré sa vie à son pays. Et moi, je croyais que c'était lui qui était responsable de l'ensemble de la politique. Et apparemment, on rend Giap responsable de tout ce qui s'est passé, de la mortalité dans les camps. Nhưng mà sau này thì bà thấy là chính là Giáp mới là người kiểu trực tiếp trên mặt trận, đưa ra các cái quyết định trên mặt trận. Thế vâng, ngày nào thì bà đã nhận được cái sự đồng ý của Hồ Chủ tịch và lúc đó thì bà có cảm xúc như thế nào? Et c'était quelle date que vous avez reçu l'acceptation de Ho Chi Minh? Et les émotions... Je crois que c'était le 22. Le 22... de quel mois? Mai, 22 mai, pardon, oui, j'ai tort, parce que pour moi, c'est évidemment des choses qui sont dans ma mémoire, mais je comprends que vous qui n'avez pas vécu ça, vous êtes beaucoup trop jeune, vous n'étiez pas né à ce moment-là.
Oui, moi je leur ai dit, je savais que seuls les petits avions pouvaient se poser à Dien Bien Phu, puisque le terrain avait été miné, et il y a même un médecin à qui on a demandé d'amputer sans anesthésie ceux qui avaient essayé de déminer le terrain. Et donc, je le connais et il vit encore. Il était à la tête d'une antenne médicale et chirurgicale parachutiste. Il avait été largué début avril. Et ça a dû être épouvantable, mais c'était cette seule possibilité. Alors, rien ne marchait plus. Enfin, l'infirmerie n'existait plus. Tout ce qui pouvait permettre d'opérer, je ne sais plus ce que c'était devenu. Enfin, je pense que le Viet Minh, c'était une bonne guerre, ils étaient les vainqueurs, ils avaient dû récupérer tout ce qui pouvait leur être utile. D'ailleurs, tous les médicaments que les avions continuaient à parachuter servaient aux blessés Viet Minh. Et vos émotions quand vous avez reçu l'acceptation? Je les ai beaucoup remerciés, mais je leur ai dit, moi je voudrais partir avec le dernier blessé, puisque j'avais encore la possibilité de soigner les blessés. Pendant 2 jours, je n'avais pas eu le droit de les approcher, mais par contre, après, je pouvais les soigner. On les amenait sur un brancard, sous une tente en parachute. Il y avait souvent ou un cadre politique, ou quelqu'un qui était là. Et parfois, je me suis dit, quand ils m'ont demandé de retirer des fils ou des agrafes, je me suis dit, ils veulent s'assurer que je suis bien là dans un but humanitaire, comme infirmière, et pas comme combattante. Et je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont libérée. Le 24, ils m'ont reconvoqué en me disant la presse internationale a annoncé votre libération, et comme on ne vous voit pas venir, nous ne voulons pas qu'ils mettent en doute notre parole, vous partirez aujourd'hui même. Évidemment, là, je n'avais plus qu'à obéir, et j'ai pas pu approcher les blessés. De loin, j'ai pu leur dire au revoir. C'est le docteur Grovin et puis un jeune garçon du Nord qui était responsable du groupe électrogène et du téléphone qui m'ont accompagné sur le terrain, ainsi que la jeune femme qui était étudiante en médecine et la jeune femme responsable des femmes vietnamiennes. Elles me disaient combien elles étaient heureuses pour moi, pour mon pays, pour la France, et je pense qu'elles étaient sincères. Enfin, et nous sommes arrivés au terrain où le professeur Huard était là avec un petit avion, un Beaver, et le professeur Huard faisait partie de l'équipe qui s'était occupée de la libération des blessés. Il avait été le doyen de la faculté d'Hanoï, et c'est lui qui avait formé la majorité des médecins vietnamiens, et il était très estimé des médecins vietnamiens, et certainement que sa présence dans l'équipe qui s'est occupée des libérations a eu du poids. Il avait épousé une vietnamienne. Nhưng mà cái kết quả của cái bức thư đấy của bà ấy viết cho Hồ Chủ tịch là gì? Kết quả bà nói ngắn gọn thôi. Et est-ce que vous pouvez dire sur le résultat de la lettre que vous avez écrite à Ho Chi Minh, mais de façon très brève? On m'a demandé d'écrire à Ho Chi Minh à l'occasion de son anniversaire, et dans cette lettre, j'ai demandé la libération des blessés parce que je voyais que les jours passaient et il y en avait qui mouraient de faute de pouvoir être bien soignés. Et lorsque ma demande a été acceptée, j'ai beaucoup remercié ceux qui étaient là et qui m'avaient transmis la décision du président Ho Chi Minh. Et dans la lettre, vous avez écrit quoi exactement? Le droit de soigner les blessés ou la libération des prisonniers? Je demandais la libération des blessés. Et je formulais des vœux de paix aussi entre nos deux pays. Moi, je me rappelle, j'ai pas gardé, il n'y avait pas de photocopieuse à l'époque, donc je n'ai jamais eu le double de la lettre. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Elle est peut-être à Hanoï, je ne sais pas.
Je peux pas dire plus. Nhưng mà tóm lại là cái thư đấy của bà ấy là xin cái gì? Thả tự do cho những người bị thương. Thế còn cái việc mà chăm sóc thì sao? Bà có xin được? Bà chỉ biết thế thôi. Đã là tự do xong thì mới đến chăm sóc được. Thế bà ấy hồi đấy là bà ấy cũng bị bắt làm tù binh đúng không? Hỏi lại bà. Est-ce que à l'époque vous étiez aussi prisonnière? Ah oui, 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 j'étais prisonnière. Mais je suis restée sur place. Le lendemain de ma libération, l'équipe du docteur Grovin est partie en brousse, mais 8 jours après, ils sont revenus sur le terrain de Dien Bien Phu, ils avaient été libérés. Voilà. Ils ont été libérés une semaine après moi. Et moi, j'étais évidemment désolée d'être la seule libérée à ce moment-là, après avec les blessés. Enfin, les évacuations des blessés se sont terminées le 26. J'ai été libérée le 24 et les derniers blessés évacués ont été libérés le 26. Voilà. Là bà được thả tự do vào ngày 24, còn những người bị thương cuối cùng được thả tự do là vào ngày 26. Và cái đoàn bác sĩ mà bà ấy làm cùng là bác sĩ Cô Văn ạ, thì chỉ được thả tự do sau 1 tuần. Ok, thế là tốt, thế cũng rõ ràng rồi. Thế em thấy có phải hỏi bà cái gì không? Trước khi đi sang bà có mong muốn gì? Ok, bà vẫn chưa trả lời. Điện Biên Phủ có làm thay đổi cuộc sống của bà hay không, cuộc đời của bà hay không? Est-ce que la bataille Điện Biên Phủ a changé votre vie? Oui, parce que on m'a fait un peu un devoir de témoigner, et puis surtout j'ai gardé beaucoup de contacts, tous ces hommes que j'avais soignés, que j'avais aidés, et je m'étais rendu compte que c'était pas parce que c'était moi, mais c'est parce qu'une présence féminine pour un blessé, c'est quand même plus de tendresse, plus de sympathie. Plusieurs me l'ont manifesté. Il y avait un de mes blessés qui avait été blessé à la moelle épinière, mais pas totalement. Donc, il commençait à récupérer un peu et il m'appelle un jour et il me dit oh, « Quand vous entrez dans mon abri, mon moral remonte de 100%. » Et tous les jours, je venais le voir, je constatais ses progrès et je le félicitais. Et puis un autre, un jour, mais que je n'ai jamais soigné, puisqu'il était à Isabelle, vous savez. Isabelle, c'était la position qui était à 5 km de Dien Bien Phu, parce que quand Dien Bien Phu était attaqué, l'artillerie pouvait tirer d'Isabelle et inversement. Et là, il me dit de savoir qu'il y avait sur la position centrale une Française, une infirmière française. Pour nous, ça nous a beaucoup aidés. Et même un jour, il y avait un parachutage de nuit et personne ne tirait, c'était très calme. Et la nuit était quand même un peu claire et on voyait ces coupoles qui tombaient du ciel. Enfin, c'était presque beau. Et il y a un jeune qui est tombé à côté de moi, qui s'est relevé. Tiens, une femme ici. Et son ton avait quelque chose d'un peu optimiste, un peu comme s'il se disait oh ben, c'est moins terrible que ce qu'on nous avait raconté à Hanoï. Était tombé aux mains des Viet Minh et qu'aucun avion ne pourrait plus se poser. J'étais évidemment désolée pour les blessés. Et pour moi, j'avais partagé des moments tellement difficiles avec eux que je ne me sentais plus le droit de les quitter. Il y avait des liens qui s'étaient créés. Je m'étais rendu compte que je pouvais les aider moralement et ça a été une sorte de soulagement quand j'ai su que je pourrais rester avec eux jusqu'au bout. Bà có bao giờ đặt tự đoán câu hỏi là tại sao những người lính Việt Minh lại dũng cảm đến thế không? Est-ce que vous aviez se posé une question que pourquoi les Viet Minh sont aussi courageux? Parce qu'ils voulaient leur indépendance. Je pense que c'est la raison. Et c'est normal. Mais moi, je rêve encore que sans le coup de force japonais, peut-être qu'on aurait pu éviter cette guerre. Il y avait quand même beaucoup de liens
et depuis très longtemps, qui s'était créé entre la France et le Vietnam. Et je pense qu'on aurait pu trouver une solution, parce que c'est quand les Japonais ont envahi toute l'Indochine, c'est là qui a permis à Ho Chi Minh de développer son mouvement. En fait, à ce moment-là, il était assez peu suivi. Il y avait peut-être 4 ou 5 000 militants derrière lui. Et puis surtout, c'est la disparition du jour au lendemain de l'administration française. Brusquement, il n'y avait plus aucune administration, il n'y avait plus rien. Il y a eu des drames à ce moment-là. Il y a eu en plus une période de disette, d'inondations, où il y a eu une mortalité. Enfin, c'est surtout, le pays n'était plus commandé. Et je pense que si on avait pu éviter toute cette période-là, si la guerre s'était arrêtée sans le coup de force japonais, les choses auraient été différentes, parce que il y avait un vent. On se dirigeait. Votre pays est un pays de grande civilisation. Donc il était parfaitement capable d'accéder à l'indépendance. Moi, je pense qu'on aurait pu éviter cette guerre. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pas moi qui... Mais je trouve ça très dommage. Très dommage. Tư cách là một người đã từng chứng kiến chiến tranh như vậy, và xin mời bà hãy nhìn vào đây để nói. Et pour la dernière question, est-ce que vous pouvez regarder aux caméras? Et notre programme, le nom c'est la symphonie de la paix. Oui. Et est-ce que vous avez un message pour partager avec tout le monde sur la paix? Vous me direz quand je peux quoi. Oui. Bon. Maintenant, la paix règne entre nos deux pays et je m'en réjouis profondément. Il y a des liens qui se sont créés. Moi, j'ai une belle famille qui a vécu toute sa vie dans ce pays et qui a toujours aimé le Vietnam. Quand nous sommes retournés, ça a été plein d'émotions. J'adore le petit lac. J'aimerais pouvoir y retourner un jour avec mes enfants. Et surtout, je trouve que ce peuple est un peuple courageux, qui a très créatif et qui mérite de vivre de mieux en mieux avec de plus en plus de liberté. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui. Chị hỏi lớp bạn chiến tranh thì tôi đã là gì? Et il y a encore juste une dernière question, et toujours à la caméra. Hãy nói bằng một câu bắt đầu bằng từ nếu không có chiến tranh thì tôi. Et est-ce que vous pouvez résumer en une phrase seulement? Et cette phrase, ça commence par « S'il n'y a pas la guerre, qu'est-ce que je deviendrai ?» Si il n'y a pas, la paix. S'il n'y avait pas eu la guerre, Oui. Qu'est-ce que je serais devenue? Et comment est-ce que je peux le savoir? Peut-être vous avez des ambitions avant de venir au Vietnam, vous aviez des rêves avant de venir. Et il faut surtout, vous commencez la phrase par s'il n'y a pas de la guerre. Si la guerre n'avait pas eu lieu, je pense que je serais quand même allée un jour visiter le Vietnam et que j'aurais aimé ce pays. Mais mon temps de guerre n'a duré que 2 ans et demi. Après ça, j'ai eu toute ma vie avec mon mari qui était militaire et j'ai élevé 3 enfants et nous avons formé une famille. Et ça, c'est très important. Et puis, j'ai surtout gardé des liens avec tous ceux que j'avais connus là-bas, qui avaient combattu. Et ça, j'attache beaucoup de prix et d'importance à l'estime et à l'affection de ces hommes courageux qui, comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce à leur courage que malgré la défaite des âmes, l'honneur de la France a été sauvé. Participer un peu à plus de clarté dans nos relations, eh bien j'en serais très heureuse. Bà sẽ là một nhân vật trong cái bộ phim của